Un nouveau contexte, nouvelles approches. Eric Van Ress est responsable des marchés de taux chez Usterza. En observant les rendements et les taux sur les obligations américaines et allemandes, il en est arrivé à la conclusion qu'il était temps de faire une révision complète de son allocation. Eric, bonjour. Bonjour Nicolette. Eric, première chose, parce qu'on en parle depuis longtemps, l'abandon de l'assouplissement monétaire américain, c'est pour quand? Alors moi j'ai une vision un petit peu différente de ce qu'on lit un peu partout. C'est qu'à mon avis, le commencement d'une politique plus restrictive aux États-Unis a peut-être débuté il y a environ 6 mois, puisque la Réserve fédérale a laissé glisser l'euro, a toléré le glissement de l'euro contre dollar de 1,35 à environ entre 1,10 et 1,15 aujourd'hui. Et ce gros changement sur le marché des changes a des répercussions. Alors évidemment, ce n'est pas directement l'équivalent d'une remontée de taux, mais indirectement, on pourrait dire virtuellement, c'est quand même l'équivalent d'une ou deux remontées de taux Fed Funds. Et donc, moi, je pense que les Américains sont très pragmatiques. S'ils pensent qu'il est préférable, pas pour aider les Européens, les Américains n'ont jamais aidé personne, mais pour que la déflation européenne ne se propage pas aux États-Unis, ce qui est sans doute leur crainte majeure, s'il est préférable de laisser encore glisser l'euro-dollar vers la parité plutôt que de remonter les taux Fed Funds de manière précipitée, ils vont être très pragmatiques, ils vont repousser les remontées de taux Fed Funds au profit d'un taux de change plus agressif et meilleur pour la zone euro. Mais les taux allemands et américains déclinent. Où vont-ils? Les taux allemands sont descendus à des niveaux très bas, notamment après le QI de M. Draghi, qui, comme les marchés le disaient, a enfin sorti son bazooka. On peut voir que l'année dernière, les taux allemands et américains ont énormément baissé. Les taux allemands plus que les taux américains, ce qui fait que le spread entre l'Allemagne et les États-Unis s'est encore accru. Et aujourd'hui, nous sommes à 1,80 environ sur le 10 ans américain, ce qui est peu ou prou le niveau du 10 ans allemand il y a tout juste un an. Et donc, nous, notre idée, c'est évidemment que les taux américains ne vont pas descendre à 0,30 comme les taux allemands aujourd'hui, mais qu'on pourrait voir en 2015 sur les taux américains, le 10 ans, mais sur toute la courbe, un parcours aussi beau en cette année 2015 aussi beau que le parcours des taux allemands en 2014. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui, contre la macroéconomie, jouent en faveur des taux américains. Mais la courbe des taux américains est actuellement très pentue. Où la voyez-vous alors dans un avenir proche? Oui, cette courbe est très pentue, on le voit par rapport à la courbe allemande. Cette courbe est très pentue parce que les États-Unis aujourd'hui sont encore confrontés à deux écoles et deux styles d'analyse. Vous avez quand même des chiffres américains qui sont globalement très bons. Un taux de chômage qui est descendu à 5,6%, une croissance supérieure à 3%. Par le passé, j'avais un peu une réputation de quelqu'un qui pinaillait et qui commençait à critiquer ces chiffres. Mais aujourd'hui, j'ai même carrément changé de discours. Admettons que ces chiffres sont vraiment très bons et ne prenons même plus la peine de les critiquer en détail. Moi, la seule question qui m'intéresse, c'est si ces chiffres sont vraiment exacts, que fait la Fed ? Pourquoi attend-elle et pourquoi se contente-t-elle de changer dans son discours période considérable par « nous allons être patients ». Parce que dans le passé, depuis toujours, avec un chiffre de chômage qui s'effondre comme ça et un chiffre de croissance qui repart, la Fed aurait déjà dû agir. Donc ça veut dire que dans l'équation, il y a une inconnue supplémentaire qui s'est invitée, et cette inconnue supplémentaire, c'est celle-là qui est maintenant la clé du problème et qui fait craindre la Fed, qui fait peur à la Fed. Mais est-elle si inconnue que ça? Est-ce qu'en fait, il s'agit de la baisse des salaires essentiellement? C'est la déflation. C'est la déflation. Oui. La baisse des prix à la production, la baisse des salaires de 0,2% au mois de décembre. Oui. C'est ça qui leur fait peur. La déflation est au Japon depuis 20 ans.
Elle s'est invitée en Europe il y a 6 mois et elle va arriver aux États-Unis. Enfin, elle peut arriver. Il y a des signes, d'accord. Elle risque d'arriver aux États-Unis. Et donc, le problème de cette pente de taux, c'est qu'on est toujours dans une configuration d'économie qui donne des chiffres encourageants. Oui. Une banque centrale qui risque de monter ses taux. Et on a tous appris dans nos manuels scolaires que ce n'est pas le moment d'acheter des taux américains quand on a des chiffres pareils et quand on a une banque centrale qui va s'apprêter à monter les taux. Or, moi, j'ai rarement été aussi confiant sur les marchés de taux américains parce que, un, cette courbe est pentue et deux, il y a un phénomène de liquidité mondiale. Il y a du cash partout dans le monde. Le QI mondial, vous savez, j'ai un confrère qui avait utilisé cette image assez bonne en disant quand la banquise fond au pôle Nord, ce n'est pas l'océan aux alentours du pôle Nord qui déborde, c'est sur la surface de la Terre entière que le niveau de l'eau monte. Ben, le QI, c'est pareil, il faut regarder le QI au niveau mondial, et quand le QI mondial baisse parce que la Fed a stoppé le sien, si vous avez les Japonais qui doublent ou triplent le leur et les Européens qui se mettent à en faire un, et ben, grosso modo, le QI mondial est le même, voire même supérieur à ce qu'il était avant. Et donc, vous avez un QI mondial très agressif, vous avez des liquidités mondiales très fortes, avec des investisseurs institutionnels qui n'ont pas le choix, parce qu'ils sont obligés, notamment réglementairement, d'acheter des obligations. Donc, quelle que soit leur vision sur les marchés de taux, ces gens-là sont obligés de racheter des milliards et des milliards d'obligations sur Terre. Et aujourd'hui, dans la plupart des marchés, ces taux sont nuls, voire négatifs. Et donc, les investisseurs professionnels sont acheteurs de taux et ils veulent désormais de la qualité et un rendement, si possible, supérieur à zéro. Et là, vous avez l'exemple parfait du seul marché pratiquement mondial qui vous offre des taux encore sympathiques avec une qualité excellente. Et aujourd'hui, moi, si je suis investisseur, un fonds de pension quelque part en Europe, si je suis obligé d'acheter du Bund à 0,39, je regarde s'il est possible quand même d'acheter plutôt du US Treasury à 1,8 et à le hedger en euros, quitte à perdre une partie du rendement avec le coût de la protection sur le taux de change, ça me laisse quand même un rendement largement supérieur au 0,30 avec une qualité à peu près équivalente. L'Allemagne, les États-Unis, c'est... Et donc, à mon avis, le monde entier des investisseurs obligataires va se ruer sur cette courbe de treasuries. En plus, la Fed ne va pas précipiter le mouvement, pourra peut-être monter les taux une fois, mais pas plus. Et donc, a priori, cette courbe pentue va s'aplatir et va devenir un petit peu parallèle à la courbe allemande avec un spread de on va dire 0,5, 0,6. Donc, moi, mon premier objectif sur le 10 ans américain, c'est les fameux 1,38, le taux bas qu'on avait touché. Et si jamais on dépasse les 1,38, on pourrait même aller voir 1%, on ne sait pas. Ce qui veut dire aussi que le 30 ans américain va baisser également, et là, il y a de l'argent à gagner avec des durations plus fortes. Alors justement, brièvement, parce qu'il ne nous reste malheureusement que peu de temps, vous avez changé votre allocation par pays, vous avez aussi changé votre allocation par notation. On va vite aller à l'allocation par maturité, parce que c'est celle qui est la plus intéressante. Toutes ces observations vous ont mené à la transformer complètement, cette allocation. Oui, on a fait un peu ce qu'on appelle un barbell, parce que notre allocation précédente était plutôt d'acheter des titres corporate et de hedger une partie de la duration avec un duration overlay, c'est-à-dire shorter des futurs sur le 5 ans et le 10 ans américain. Aujourd'hui, on se dit que d'abord détenir des titres corporate, c'est toujours bien, mais il faut continuer à détenir des single A ou double A. En dessous, ça commence à devenir un petit peu délicat. Ce ne sera pas l'année des spreads, juste pour le carry, mais comme il y aura peut-être des accidents sur certains noms, les marchés émergents ou le high yield, il faut faire très attention. Ce sera l'année de la duration. Et donc, ce qu'on a fait dans le portefeuille, c'est à risque égal, ou plus ou moins égal, on a énormément baissé le risque de crédit pour énormément monter le risque de duration. Comme je vous ai dit que la courbe américaine allait devenir parallèle à la courbe allemande, s'il faut gagner de l'argent, c'est sur le 30 ans. Donc on a acheté du 30 ans, on a 10% de 30 ans
dans le portefeuille. Mais comme le 30 ans a une duration de 20, 10% avec une duration de 20, ça vous fait déjà une duration de 2. Donc quand vous voulez rester raisonnable en duration, le pendant du 30 ans, c'est d'avoir du 0, 3 ans et 3, 5 ans. Donc on a une espèce de barbelle où on achète des AAA 3 ans, du Treasury 30 ans, et au milieu, entre les deux, on garde un petit peu nos crédits de bonne qualité. Et surtout, on a éliminé le short futur 10 ans et pratiquement éliminé le short futur 5 ans. Merci beaucoup, Éric, d'être venu nous rejoindre. Merci beaucoup, Nicolas.